Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Laurent Balestin, bonjour. Bonjour. Comment te présenter ? Tu es plongeur, naturaliste, photographe de la faune et de la flore des grandes profondeurs. Aventurier aussi ? Oui, sans doute. Oui. Quand on est un gamin, on est un aventurier. Et puis, en général, on arrête de l'être. Et puis, des fois, par chance, par je ne sais quel hasard du destin, on continue à y croire, à s'y croire. En fait, c'est ça. Être aventurier, c'est s'y croire. Hein. Enfin, il y a quelque chose d'assez puéril dans le truc. Mais évidemment, avec l'âge, il faut essayer de donner du sens à tout cela. Parce qu'en effet, tu as toujours essayé de combiner tes aventures avec une amélioration de la connaissance du monde que tu observes. C'est ce que je trouve le plus passionnant, le plus excitant, quand on arrive pour approcher un mystère du monde et du monde marin pour moi. Ça démarre par un défi de plongée, un défi technique, donc une aventure. Ouais. Ça se poursuit par une étude scientifique. Pour qu'il y ait cette compréhension sérieuse et rigoureuse, parce que évidemment face à un mystère on peut vite sombrer dans le mystique et raconter n'importe quoi. C'est même souvent une des conséquences directes de l'aventure. On est exalté et on a vite fait de voir des mirages ou d'imaginer des choses irréelles. Voilà. Donc moi j'aime bien y mettre tout à coup une approche très rigoureuse, c'est un peu ma formation de base. Et puis la dernière partie, c'est de transformer tout ça en une œuvre, en fait, en une œuvre artistique. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il essaie quelque chose de bien réalisé, une œuvre audiovisuelle, des images, un livre. Donc voilà, l'aventure, la science, l'image. Voilà. Ça, pour moi, c'est les trois valeurs qui m'animent pour mener mes projets. Et justement, on se rencontre aujourd'hui parce qu'on est à quelques minutes d'une conférence que tu vas donner ici à l'Aquarium Museum de l'Université de Liège, conférence qui s'intitule « Loin du ciel » et qui a le même titre que ton dernier ouvrage, ton dernier livre « Loin du ciel ». Donc j'imagine que tu vas venir nous présenter les plus belles photos que tu as collectées sur ces 15 dernières années de plongée profonde. Ouais, je ne sais pas si la notion de beauté est la plus significative ou représentative, surtout que j'ai un rapport à la beauté du monde, moi, qui est parfois un peu teinté de mépris, presque. C'est-à-dire que cette course à la beauté là, des choses, à la beauté du monde, à la beauté des fonds marins, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. On a longtemps dit, à une époque, sincèrement, et puis souvent par démagogie, pour se trouver un bon alibi à voyager, qu'il faut montrer la beauté du monde pour le faire respecter, le faire aimer, et tout ça. On ne protège que ce qu'on aime et on aime que ce qui est beau, soit sous prétexte. Moi, je ne crois pas du tout à cette notion-là, mais absolument. Enfin, sur quoi j'y crois plus du tout. Aujourd'hui, la beauté du monde, elle se déverse par milliards d'images sur les réseaux sociaux, et elle crée quoi ? Elle crée du respect ? Non, elle crée de la convoitise. Moi aussi, je vais aller là-bas. En fait, on a réussi à marchandiser la beauté de la nature. Et parce que à chaque lieu merveilleux est forcément photographié, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui est un bon photographe. Avec un téléphone aidé d'IA, on fait des images sublimes avec des lumières improbables qui n'étaient même pas là le jour où on a fait la photo d'ailleurs. Et donc tout à coup, on crée plutôt un chemin tracé pour y aller, des motivations qui n'avaient pas lieu d'être, et puis il y aura toujours le tour opérateur pour vous offrir ce voyage-là clé en main, avec en plus la serviette chaude, le thé et une literie de qualité. Voilà, donc moi je n'y crois pas trop à ça. Alors c'est pour ça que moi, ce que j'aime dans cette histoire, parce qu'il faut bien que je trouve moi aussi un alibi à faire ce que je fais, c'est pas de montrer la beauté, c'est de montrer le mystère du monde. Oui. Je crois que là, il y a un levier. Là, avec le mystère, il y a un truc... alors, c'est ambitieux et puis c'est pas simple. Mais quand tout à coup, on est devant quelque chose où la première réaction, c'est pas de dire « Ouah, qu'est-ce que c'est beau !» mais de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais d'où ça sort ? Enfin, voilà. On n'a pas envie de foncer vers. Oui. Tu vois, au contraire, on fait un pas de recul, on réfléchit, tout ça. Et ça, je crois que ça marque davantage et que ça fait mesurer à chaque fois un peu plus l'étendue de notre ignorance. Et ça, je crois que ça met dans une position de respect. En tout cas, moi, c'est
C'est là aussi où je trouve la motivation de faire des images aujourd'hui. C'est montrer le mystère du monde bien plus que ses évidentes splendeurs. Oui, tu ne m'enlèveras comme pas de l'idée que dans ce livre, les images sont très très belles et que la beauté contribue évidemment à l'intérêt qu'on a affecté. Est-ce que toi-même, on se trompe pas? Moi, le premier, quand tu es témoin d'une aurore boréale, d'une formation d'oies sauvages en V dans le ciel, le premier réflexe, c'est de dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Oui. Voilà. Ouais. Mais en fait, on se trompe de vocabulaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous fascine dans une aurore boréale? Parce que, entre nous, une aurore boréale, c'est un peu kitsch, hein. Tu vois, est-ce que c'est ça la beauté? Il n'y a pas de subtilité, c'est pas une œuvre d'art d'un grand peintre. Non, c'est des draperies vertes fluo. C'est too much, presque. Et une formation en V je suis sûr, c'est un dessin d'enfant, un V, quoi. C'est pas non plus une spirale extraordinaire. Cette notion de beauté et d'esthétique. Non. Par contre, ce qui nous émerveille et qui nous fascine quand on regarde une aurore boréale ou un V, c'est pourquoi? Comment ça marche? Mais d'où ça sort? Mais évidemment, on se pose pas ces questions-là. On est juste fasciné. Et on appelle ça la beauté. Ouais. Mais je crois que ce qui arrête notre regard, même sur ces choses que l'on dit belles, c'est en fait le mystère qui est derrière. C'est ma conviction. C'est ce qui me fait choisir un sujet plutôt qu'un autre, en tout cas. Et ça, on le voit bien, en effet, dans ton parcours. C'est toujours des questionnements scientifiques qui t'ont amené à aller explorer plus loin, plus profond. Des curiosités naturalistes, en tout cas, des curiosités du monde sauvage qui nous entoure. Ouais. Si tu veux bien, on va reprendre un petit peu ce parcours et ces explorations que tu as menées pour faire avancer la science et nous apporter des images de ce que tu voyais. Et il y a une aventure sur laquelle j'aimerais qu'on revienne d'abord en premier lieu, c'est le Sélacanthe, évidemment. Parce que c'est l'aventure par laquelle moi, en tant que biologiste, je t'ai découvert, j'ai découvert les images que tu nous ramenais. Et puis, le Sélacanthe, j'en avais déjà entendu parler, comme toi, pendant mes études de biologie. Oui, ici, on est à l'aquarium. Il suffisait de monter 2 étages et on avait un fossile du Sélacanthe ici au musée, auprès duquel notre professeur de zoologie est venu nous emporter. Et il espérait probablement, lui aussi, qu'un jour, on le découvre dans son écosystème. Et nous, on devait monter 2 étages. Toi, tu as descendu 120 mètres pour le trouver. Et tu as été le premier à le trouver vivant, à nous ramener des images de ça. Oui, en plongée, en tout cas. En plongée, oui. Il y avait eu quand même, si on refait le parcours de la connaissance sur le Sélacanthe, la première signalisation, c'est 1938, avec une publication en 1939 à laquelle personne ne croit. D'ailleurs, on pense que c'est un canular, une imposture. Hein. C'est quand même, on parle d'un animal disparu en même temps que les dinosaures. C'est un scénario Jurassic Park, hein. C'est vraiment ça, quoi. Donc, on peut imaginer que les gens n'y croyaient pas. Bon. Et ensuite, le deuxième individu, c'est 1952. Donc, c'est quand même bien longtemps après. Là, ça y est, on commence à y croire, d'autant que ça se passe aux Comores, cette fois-ci. Territoire français à l'époque. D'ailleurs, les Français sont pas très classe, hein. Ils mettent un veto. Aucun chercheur n'a le droit d'aller prélever parce qu'on est persuadé qu'on tient là toutes les réponses sur l'évolution, surtout. En fait, évidemment, il apporte plus de questions que de réponses. Mais... Tu peux nous décrire ce poisson? Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? La première chose extraordinaire, c'est d'avoir cru qu'il avait disparu depuis 65 millions d'années et qu'en fait, non. Bon, ça, c'est déjà un choc, une surprise dans les années 30 et puis dans les années 50. Mais en plus, c'est pas n'importe lequel. Voilà. C'est un animal, un poisson, mais qui porte en lui tous les caractères du passage des vertébrés vers la vie terrestre, de la vie aquatique à la vie terrestre. C'est-à-dire qu'il a en lui, dans chacune de ses nageoires paires, l'amorce de tous les os des membres supérieurs des tétrapodes. Il y a là l'amorce d'un tibia, d'un péroné, d'un cubitus, d'un radius. Tout est là, déjà. Un paléontologue te montre ce qui va devenir plus tard. Parce que donc, en effet, ces nageoires sont pédonculées. Oui, elles sont les charnues. nageoires paires, enfin non, voilà. pas que les paires d'ailleurs, mais en tout cas, les nageoires paires le sont. Et on peut, quand on les dissèque, ou quand on regarde les fossiles, on voit bien qu'il y a l'amorce de tous nos os, déjà. Voilà, il y a aussi l'amorce d'un poumon. Il y a un vestibule là au plafond de l'œsophage. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Et puis évidemment, le Sélacanthe d'aujourd'hui, par définition, c'est un Sélacanthe d'aujourd'hui. Lui, il n'est pas sorti de l'eau, mais il porte les caractères d'un aïeul à lui, qui lui a évolué vers ces formes qui sont sorties de l'eau pour donner le premier amphibien, puis le premier reptile, et puis à la fin le premier mammifère, et puis nous, quoi. Donc c'est un peu le dernier témoin d'un ancêtre commun aquatique. Voilà, c'est quand même formidable. Et donc la science le
redécouvre, mais mort sur les étals de pêcheurs. Alors c'est un animal, oui, parce qu'il est extraordinairement connu, mort. Dans ses fossiles. Voilà, dans ses fossiles, ou disséqué à partir des animaux capturés. Parce que le paradoxe aussi, c'est qu'il a survécu depuis 65 millions d'années, très bien. Mais il est d'une fragilité incroyable, il est caché dans les profondeurs. Et chaque fois qu'il y a eu des tentatives, depuis les années 50 quand même, de le capturer, de le mettre en aquarium, c'est un échec à chaque fois. Il meurt, il est fragile, il est cardiaque, il a un système branchial qui est très archaïque. Enfin, la surface d'échange de ses branchies par rapport à la masse de ce poisson est ridicule. Donc, non seulement il est cardiaque, mais il est asthmatique en plus. Voilà. Et donc, il ne résiste pas à ces stress-là, à des changements de température ou de concentration d'oxygène dans l'eau, et donc il meurt. Et alors, évidemment, comme il a passionné les scientifiques, il y a peu d'animaux qui ont été disséqués à ce point. Il n'y a pas un centimètre cube, un millimètre cube du sélacanthe qui n'ait pas été passé au scanner, à l'IRM. Voilà. Et donc, on sait tout de son anatomie, on sait quasi rien de son écologie. Voilà. Et alors, du coup, quand on a en plus en soi un peu la fibre de l'aventure, je me souviens très bien, moi, sur les bancs de l'université, taper du coude à mon camarade, qui d'ailleurs aujourd'hui est mon associé, lui dire t'imagines l'enfoiré qui plongerait avec un sélacanthe qui irait. Mais à l'époque où on dit ça, c'est un pur fantasme, parce que d'abord à cette époque-là, on sait que les sélacanthes existent, certes, quand je fais mes études, ça y est, on le sait, mais personne ne sait vraiment où le trouver. On n'a pas un point GPS. C'est comme dire, demain je pars en Chine voir des pandas et t'as pas de carte, t'as pas de guide, t'as rien. Enfin, c'est un territoire vaste, tu le trouveras pas. Donc à l'époque où on fantasme sur plonger avec lui, on sait pas où plonger exactement. Et puis en plus, le peu que l'on sait, c'est qu'il est à des profondeurs de toute façon inaccessibles pour un plongeur autonome. Donc voilà, c'était une sorte de double fantasme qui nous faisait rêver. Et puis, les années ont passé. Il y a eu ce Sud-Africain, un plongeur profond qui s'appelait Peter Tim, qui est mort d'ailleurs lors de ses plongées profondes, et qui a été, lui, le premier plongeur à voir à travers son masque un sélacanthe évoluer par 120 mètres de fond seulement, parce que jusqu'à présent, on croyait qu'ils étaient beaucoup plus profonds que ça. Et là, en Afrique du Sud, il trouve ce site-là. Et donc, tout à coup, il y a un point précis. Et puis, les techniques de plongée progressent aussi. J'ai la chance d'être parmi les tout premiers en France, à la fin des années 90, à utiliser un scaphandre recycleur en circuit fermé, à gestion électronique de mélange. Enfin, un truc à l'époque, c'était la révolution, quoi. Maintenant, ça se banalise un peu. Et donc, avec ça, plus la connaissance d'un lieu, j'ai commencé à me dire que c'était pas impossible. Mais enfin, entre la découverte de Peter Tim et les accidents mortels qu'il y a eu lors de ces plongées, et le moment où je me décide à y aller, il se passe presque 10 ans quand même. Voilà, pour se sentir capable de le faire. Parce que capable de le faire, il faut bien voir tous les critères. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bon, déjà, il faut plonger à 120 mètres. Mais plonger à 120 mètres, c'est pas juste faire un aller-retour. Parce que ça, c'est pas compliqué. L'engagement dans une plongée, c'est pas que la profondeur. C'est surtout le temps qu'on passe à cette profondeur qui fait l'engagement de ta plongée. Et le but, c'est d'aller observer un animal. Donc, c'est pas de faire un touch and go. Donc ça, c'est la deuxième étape. OK, on va plonger profond. Et en plus, on a la prétention de dire qu'on va rester 30 minutes, 35 minutes avec lui. Donc ça va engendrer des décompressions très très longues, de 5 heures, parfois plus, dans des endroits où il y a un nœud de courant. Donc on dérive sur 10 km pendant... Et après, l'autre difficulté, c'est de dire, et on part en expé, c'est pas pour faire une plongée et puis attendre une semaine avant de faire la deuxième. Le but, c'est d'enchaîner, là, on plonge profond tous les jours. Ouais. Donc avec un inconnu, puisque moi, quand j'ai commencé la plongée profonde, on nous disait qu'on ne pouvait pas enchaîner les plongées profondes. On a fait la démonstration que c'était possible, j'allais dire, chez nous. Et au bout de quelques années, c'est-à-dire à peu près 10, on s'est dit, mais en fait, on peut. Ça y est, on sait plonger profond, longtemps, tous les jours. Ça doit fonctionner. Alors, on est allé voir. Et ça a, pour la faire courte, très vite bien fonctionné. Oui, c'est ça. Et donc là, on est en 2012 ? On est en 2009, la première fois. Là... j'ai jamais trop raconté ça, mais en fait, je fais un accident de décompression terrible, sans séquelles, mais vraiment qui me met KO, et sans avoir fait d'erreur de procédure en plus, on comprendra plus tard pourquoi. Et donc, ça met un terme à l'expédition le deuxième jour. Donc, on est en train de se préparer, de régler notre matos, quoi. On n'est même pas encore allé le voir. Donc ça met un coup au moral.
Et en plus, je me dis, mais le gars qui nous accueille, donc Peter Tim, le seul plongeur qui savait où les trouver et qui voulait pas entendre parler de recevoir de nouveaux plongeurs pour aller là-bas parce qu'il avait vécu des drames et qu'il voulait plus en entendre parler. Et quand je fais moi un accident, je dis bon ben là c'est cuit quoi. Ouais. Là, jamais de la vie nous amène, c'est sûr. Ouais. Et je me souviens, j'étais dans le caisson de recompression. Et ça, j'ai pas souvent raconté cette histoire. J'étais dans le caisson à Durban. J'avais pas peur. J'étais fou de colère. J'avais absolument pas peur de ce qui m'arrivait parce que je savais bien que j'avais pas fait d'erreur et que c'était un accident un peu idiot, bénin, voilà. Mais j'étais fou de colère parce que je voyais le sentiment de louper ce trésor. Mais oui, et qu'en plus, comment être crédible après ça. Ouais. Et je me souviens, à travers le hublot du caisson, je vois le Peter Tim en question et il vient me porter un petit message. Et je dis, il vient me se foutre de ma gueule ou me dire que c'était terminé, les conneries. Enfin, je sais pas, tu vois. Et en fait, il me dit, OK, vous m'avez... Parce qu'en gros, il nous avait dit, venez, montrez-moi comment vous plongez. Ouais. Et en fait, contre toute attente, il me dit, vous m'avez convaincu. Si vous obtenez le permis officiel auprès des autorités, je vous amène sur le site dès que tu iras mieux. On le refait. Voilà. Wow. 9 mois plus tard, nous étions de retour et première plongée, première seconde au fond, on était devant le Sélacanthe. Okay. Et donc là, vous avez des images. Oui. Et très vite, tu essayes d'apporter une valeur scientifique à ton observation. Très vite, tu vas contacter une communauté de chercheurs spécialisés sur ce type de poisson. Il y a eu 2 voyages suivants. Le premier, ça a été vraiment pour, après ce voyage très frustrant, un peu humiliant avec cet accident. On y est retourné donc 9 mois plus tard, c'était 2010. Et là, oui, on fait les premières images comme il faut. C'est comme ça que je rentre à National Geographic avec ce premier sujet-là. J'appelle tout de suite Nicolas Hulot en France pour lui dire on l'a fait. Et Nicolas, qui a cette passion quand même de l'aventure et qui en même temps avait conscience qu'il ne pouvait pas faire ces plongées-là. En tout cas, il ne pouvait pas. En tout cas, il ne voulait pas les faire. C'est plutôt ça. Il était très raisonnable sur le coup. Mais, et c'est tout à mon honneur, il m'a dit, mais on va le mettre quand même dans l'émission, on vient. Et en fait, il est venu nous accueillir sur la plage. Quand nous, on revenait de ces plongées, pour que je lui raconte. Et on a intégré tout ça à une émission sur le Mozambique, qui est passée quelques mois plus tard. Et de là, je me souviens, on était sur le Zodiac, c'était la dernière plongée qu'on venait de faire, on rentrait, tout le monde était satisfait, nous étions les premiers à faire des images en plongée, du Sélacanthe, tout ça, tout le monde était satisfait avec le sentiment d'un truc accompli. Ouais. Et moi, ça grattait. Moi, je me disais, mais on a fait quoi ? J'ai fait des photos, on a fait des images. Est-ce qu'on sait quelque chose de plus sur le Sélacanthe ? On n'a rien appris pour l'instant. Rien. Ouais. Moi, je veux retourner. Je veux faire une grande expédition avec des scientifiques. Bon, c'est la folie des grandeurs, hein, j'assume, mais je dis non, on ne peut pas s'arrêter là. Et je me souviens très bien, j'ai ce souvenir de la tête de mes camarades là, assis dans le Zodiac au retour, et la tête de Nicolas, qui est aussi assis sur le Zodiac. Et je sens qu'il a j'ai l'impression qu'il a peur pour moi. Et mes camarades baissent les yeux en disant « Oh non !» Et là, j'ai mesuré à quel point quand même ces plongées étaient anxiogènes. Pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, et même pour moi, d'ailleurs. D'ailleurs, on a des repères comme ça. Je me souviens que la dernière fois... Donc, on y est retourné, on a réussi notre coup. Moi, je suis allé rencontrer les paléontologues du Muséum d'histoire naturelle de Paris, dont le professeur Gaël Clément, passionné de Sélacanthe, spécialiste surtout. Je lui ai raconté ce qu'on avait fait, donc ça l'a surexcité. Il a imaginé plein de protocoles. À chaque fois, en me disant, est-ce que vous êtes capable de faire ça ? Et ça, et ça, et vous pourriez faire ça, au fond, vraiment ? Alors des fois je lui disais mais oui on peut, puis des fois je disais bah non là on peut pas, c'est pas possible. Voilà, donc, et on a monté cette ultime expédition 2 ans plus tard, donc on y est retourné et bien sûr c'était c'est là que j'ai mesuré à quel point elles avaient été anxiogènes, parce que les 2 premières années on était dans une telle euphorie, extase que on ne sent pas puis là la dernière fois je me souviens par exemple rien que le bruit de ces, je crois que c'est des sortes de colombes là, un recoulement qu'il y a dans les eucalyptus à l'endroit où on dormait le soir, et le matin quand on se réveille et qu'on sait qu'on va aller à la plongée, ce qui nous réveillait c'était le chant de ces oiseaux, qui est un chant très agréable au final. Et nous, c'est des réflexes pavloviens, ça nous foutait une boule au ventre d'entendre cet oiseau, et on s'est aperçu que dans d'autres régions du monde où on l'entendait, ça nous mettait une boule au ventre, quelle que soit la plongée qui arrivait derrière, même fût-elle très facile. Hein, voilà. Alors voilà, j'ai mesuré que c'était pas si... Voilà. Mais bon, nous, on a eu la chance, ça s'est toujours très très bien passé.
Puis voilà, nos protocoles de sécurité, notre confort pendant ces plongées n'a fait que s'améliorer au cours des 10, 20, 30 dernières années. Vous avez appris en permanence, plongée après plongée. Oui, je me souviens très bien que la dernière année, le réalisateur du film, Gilles Kebali, il n'osait pas me le dire directement, mais je sentais qu'il était contrarié par le fait qu'on ne sortait pas de l'eau éreinté, épuisé au bout de nous-mêmes, comme la première année. Oui. 3 ans avant, oui, on sortait de l'eau, on était un peu brisé par la plongée. Et en fait, avec le vécu, c'est pas que tu es plus fort, rien à voir, c'est que tu es plus malin. C'est que tu as trouvé des petites astuces, des petites choses que tu arranges sur ton scaphandre, que tu arranges dans ta combinaison, comment tu mets ton lestage, un tuyau à droite plutôt qu'à gauche, des petits détails d'un peu partout qui font que tout à coup, tu passes de 1 heure confortable à 2 heures confortables, à 4 heures confortables ou à 24 heures confortables. Voilà. Et c'est ces petits détails-là qui nous ont fait progresser sur ces 20 dernières années. Enfin, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais comme tout plongeur débutant, au début, il est en effet très, très fatigué quand il sort de l'eau. Et puis, petit à petit, il prend de l'aisance, de l'expérience, il améliore son matériel. Ouais. Voilà. Bon, aventure extraordinaire, et donc, de fait, couplée de protocoles scientifiques sur lesquels tu as appris à collaborer également avec des institutions, à développer ces protocoles, les mettre en place. Mais si tu veux, on va faire un bond dans le temps. On va aller voir un petit peu ce qui se fait plus récemment, et j'aimerais qu'on se rapproche, parce que là, on était dans l'océan Indien, Afrique du Sud, les Comores. J'aimerais qu'on aille un peu en Méditerranée, que tu connais très, très bien. Et j'aimerais que ce soit la prochaine plongée où tu nous emmènes. Moi, j'étais impressionné par ce que tu as fait avec la station Batial, qui vous a permis de rester 28 jours de plongée à saturation pour pouvoir explorer des habitats auxquels nous, plongeurs à l'air, on n'accède pas. Tu peux nous parler un peu de cette station Batial et les habitats qu'elle t'a permis de découvrir à ces profondeurs? Tout ça, c'est... alors déjà, voilà, on n'a rien inventé. C'est l'histoire d'un grand détournement, tout ça. C'est le détournement de moyens de plongée qui ont toujours été réservés à l'industrie offshore, donc finalement à l'exploitation des ressources ou de la biodiversité, fût-elle fossile, plutôt qu'à son exploration, fût-elle vivante. Voilà. Bon. Et moi, je trouvais ça injuste. Frustrant. Voilà. Ben oui. Et tout ça remonte à une rencontre un peu improbable au tout début, quasiment à la sortie de l'université. Enfin, un petit peu après, parce que par un hasard un peu improbable, j'obtiens un rendez-vous que je n'avais même pas vraiment demandé d'ailleurs, avec Henri Germain Deloze, le grand patron, fondateur, pionnier de la plongée industrielle, le fondateur de la Comex. De la Comex, voilà. Donc, qui a été un fleuron de l'industrie française pendant très longtemps. Et à une époque, ils avaient jusqu'à 2000 scaphandriers dans le monde. Qui a travaillé avec Cousteau. Oui, au tout début. Mais après, il y en a un clairement qui était un businessman qui faisait de l'exploration, mais un industriel businessman qui faisait de l'exploration, alors que Cousteau était un cinéaste qui faisait de l'exploration. Voilà, je crois que, enfin, je sais pas si on peut caricaturer comme ça, mais c'est voilà. Et je l'ai rencontré avant que, bon, c'était un peu sa fin de carrière, mais presque sa fin de vie d'ailleurs, hélas. Et je savais vraiment pas quoi lui dire. J'avais rien fait, j'avais pas écrit un livre. La seule chose que j'avais, c'était donc un recycleur électronique, ces fameux scaphandres, circuit fermé. Là. Et je suis allé le voir, et avec toute l'arrogance ou le culot, je sais pas quoi, d'un gamin de 25 ans, je lui ai dit, vous, avec la plongée à saturation, vous avez l'autonomie, certes, mais moi j'ai la liberté, moi, et avec mon recycleur. Et si on mélange les deux, on fait un malheur. Parce que vous, quand vous sortez avec votre ombilical et votre casque, bien sûr, ils sont même pas de palme aux pieds pour boulonner un pipeline, il y a du monde. Voilà. Je suis très arrogant, hein, mais... Et tu avais l'idée de combiner les deux déjà. Tu t'es dit, si oui, parce que c'est le paradoxe. Dès que j'ai eu ce recycleur sur le dos, à la fois je me suis senti d'une liberté nouvelle qui m'a fait atteindre tout de suite une première frustration. C'est-à-dire que j'ai dans le dos une autonomie infinie, enfin pas infinie, mais bien au-delà de ce dont j'ai besoin. Mais ma physiologie, elle, je peux pas la changer. Il faudra remonter. Bah oui, il va falloir remonter et faire des heures et des heures de décompression. Donc, à un moment donné, même si le scaphandre, théoriquement, te fournit le gaz pour rester 6 heures à 120 mètres, mais t'as pas, derrière, tu peux pas faire 4 jours de décompression. Bon, voilà. Donc, et je m'étais dit, ben voilà, il faut mélanger les deux. Je suis avec mon recycleur, libre, autonome, léger, mais je reste des heures et des heures à grande profondeur. Et au lieu de remonter,
et de faire des paliers interminables, je rentre dans la tourelle, je reste vivre à saturation et je repars dès que le cœur m'en est, dès que je me suis reposé, mangé, dormi. Voilà. Et voilà, donc je lui expose cette idée-là. Et il me regarde, comme ça, il réfléchit, parce que c'est vrai que j'avais été peut-être un peu provocateur. Il me dit, votre idée ne m'intéresse pas, mais elle me plaît. Vous avez la COMEX à prix coûtant. Je dis, putain, la COMEX à prix coûtant, je me suis peut-être un peu avancé. Mais oui, il va falloir trouver les sous maintenant. Et on venait de passer à l'euro à l'époque. Donc les conversions et moi, ça faisait 2. Et donc il fait vite, par contre, lui, les conversions, il était bon. Donc il fait vite sur un papier, il fait 15 000 euros par jour. Moi, dans ma tête, je dis, attends, 15 000 euros, ça fait quoi? Je calcule. Je ne les gagnais pas dans une année. Donc là, je dis, waouh, bon, c'est pas possible. On en reparlera plus tard. Voilà, je suis sorti de là, j'étais super fier. J'avais enthousiasmé Henri Germain Deloz. Ça paraissait un peu utopique encore, mais voilà. Et peut-être que c'est à cause de ça que j'ai jamais lâché le projet. Il s'est réalisé 19 ans plus tard, mais parce qu'il est toujours resté là un peu. Et régulièrement, j'ai essayé de le réamorcer. J'ai rencontré quelques ministres de l'environnement successifs. J'ai tenté des sponsors qui m'ont pas répondu. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu tout s'est aligné. Et l'INPP, l'Institut national de la plongée professionnelle, a joué le jeu de tenter cette expérience de plongée à saturation, mais en plongée autonome, en recycleur. On a mis 9 mois à se préparer, à imaginer le matériel qui nous manquait, à s'expérimenter, à apprendre ce qu'était la saturation et les procédures. Et puis, le 1er juillet 2019, on est parti pour 28 jours, pour un séjour comme ça. On peut peut-être, pour les auditeurs, auditoristes qui nous écoutent, un peu plus néophytes, expliquer ce que c'est, cette plongée à saturation. Donc, descendre, ça, tout le monde sait le faire. Tu nous as expliqué, si on reste une demi-heure à 120 mètres, il faudra faire 4 à 5 heures de palier avant de pouvoir rejoindre la surface. Si on reste 5 heures, là, c'est plusieurs jours. C'est plusieurs jours. Voilà. Mais au-delà d'un certain temps, à un moment donné, ton corps est complètement saturé. Exactement. Et le vase est plein. Plus. Voilà. Le vase est plein. Donc, quand le vase est plein, pour le remplir, on peut faire couler le robinet au-dessus. Pour le vider, ce sera toujours le même. C'est ça. Voilà. Donc, on reste 3 jours ou 28 jours, on aura le même temps de décompression. Et qui n'est plus fonction que de la profondeur atteinte et non plus du temps qu'on y a séjourné. Et les règles empiriques de la décompression quand on est à saturation, c'est approximatif, mais c'est à peu près 1 mètre à l'heure. Donc 120 mètres, 120 heures. Et en fait, à peu près 4 jours. Voilà. Oui, en 4 jours, on peut sortir de 120 mètres. Mais avant ces 4 jours de décompression, on est libre d'aller et revenir, alors à sa guise, en tout cas, au moins tout ce qu'on peut supporter du froid et de la perte calorique qui est très grande à ces profondeurs, parce que c'est pas tant lié à la température. Certes, elle est un peu fraîche, l'eau est à 14-15 degrés. Enfin, c'est pas extrême, 14-15. Mais le problème, c'est la haute pression qui démultiplie la perte calorique, et l'hélium qui baigne dans nos combinaisons, dans nos poumons, et qui est un gaz conducteur qui nous arrache notre chaleur. Pour vous donner un comparatif, on a souffert autant du froid à saturation dans de l'eau à 14 degrés que lors de nos plongées polaires à moins 1,8. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, cette perte calorique est très importante. Donc, c'était la limite de nos explorations, c'était ça, notre capacité à résister à ce froid, à cet épuisement par le froid. Mais ça nous permettait quand même de faire des temps d'observation inédits. On a fait le calcul à la fin. En 28 jours, on est resté en dessous de 100 mètres dans l'eau, plus que dans les 10 dernières années qui avaient précédé. Voilà. Donc, c'était redoutable. Et donc, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir? Ça m'a permis de faire 2 fois. C'est-à-dire que la conséquence, par exemple, en termes d'image, parce que quand on a fait le livre issu de cette expédition, qui s'appelle Planète Méditerranée, c'est un livre où, évidemment, j'ai mis toutes ces photos produites pendant cette expédition, mais j'ai mis aussi un peu tout ce que j'avais fait en plongée profonde en Méditerranée depuis une 15aine d'années. Et bien, la moitié des photos ont été faites en 28 jours, quand l'autre moitié a été faite en 15 ans. Voilà. Mais qu'est-ce qui vit là-bas que nous, plongeurs à l'air, limités à 500 mètres, d'abord, c'est un écosystème endémique de la Méditerranée, les récifs coralligènes, que j'aime appeler les récifs coralliens de la Méditerranée, parce que en fait... Coralligènes. Oui, mais ça ressemble un peu aux récifs coralliens, c'est-à-dire des êtres vivants
qui bâtissent eux-mêmes leur biotope, qui fabriquent eux-mêmes de la roche. En l'occurrence, essentiellement des algues calcaires, mais pas que, des vers marins, des mollusques avec leurs coquilles, et puis d'autres organismes qui, au contraire, détruisent ce calcaire. Et de ce bras de fer entre les bâtisseurs et les destructeurs naît des systèmes très chaotiques, très alvéolaires. Et ça permet de créer un système complexe qui va héberger une biodiversité qui trouve là le gîte, le couvert. Et d'ailleurs, dans ces récifs coralligènes, on est sur certains endroits, jusqu'à 1200 espèces par mètre carré. Ça, c'est digne des récifs coralliens. Hein. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Mais la différence, c'est que ça ne se passe pas tout près de la surface. Ces récifs coralligènes, c'est dans une moyenne, on va dire, entre 60 et 120 mètres. D'accord, ok. Donc le plongeur a l'air pour l'observer s'il a la Mais chance. il l'observe. Ouais. Moi, j'y ai souvent fait des incursions dans les années qui précédaient. Oui, on peut y aller. On n'a pas les idées toujours claires si on est à l'air. Ouais. Mais bien sûr, moi, j'en avais des aperçus. D'ailleurs, j'ai eu surtout la sensation de retourner dans des endroits. C'est comme ça. Comment j'ai choisi 28 jours quand j'ai fait la liste des endroits où je voulais aller. J'avais bien plus que pour 28 jours. Hein. Ouais. Parce que forcément, moi, depuis gamin, je plonge en Méditerranée. Il y avait tellement d'endroits qui m'avaient laissé ce sentiment d'inachevé où on découvre un truc merveilleux, mais quelques minutes après, il faut partir. Ouais. Donc voilà, j'avais plein d'endroits. Mais là, pour la première fois, je ne regardais plus ma montre. Je pouvais rester aussi longtemps que je voulais. Et ça, c'est à quelques mètres du littoral. On ne le voit pas, on ne l'explore pas, et ça reste très inconnu. Oui, et en plus, relativement préservé. Ça reste des endroits où, en tout cas, les pressions sont un peu moins grandes. Même l'effort de pêche est un peu moins fort parce qu'on est loin, parce qu'on est un peu plus profond, parce que c'est des reliefs torturés parfois, donc le matériel de pêche peut ne pas y fonctionner correctement. On est un peu plus loin des aménagements côtiers, on est un peu plus loin des nuisances sonores de la côte. Voilà, évidemment, c'est un peu plus préservé. C'est pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, ni l'Antarctique, mais il y a quand même ce sentiment un peu de territoire vierge. On peut y croire. Est-ce que tu es inquiet pour ces habitats, ces écosystèmes de cet étage intermédiaire là, qu'on appelle le mésophotique, où la lumière descend encore un petit peu mais de toute façon, ne pas être inquiet de nos jours, ça serait être complètement con. Tu as vu des évolutions au cours de tes plongées ? Oui, globalement, j'ai surtout vu des choses se dégrader. Mais ici et là, on voit aussi des petites améliorations parce qu'il y a aussi beaucoup d'efforts entrepris ces 50 dernières années. Ce qui sort de nos stations d'épuration de nos jours. Alors, si vous écoutez les directeurs de communication, ils vous diront que c'est de l'eau d'évian. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait le cas quand même. Les eaux traitées restent des eaux usées. Voilà. Mais c'est pas aussi catastrophique que ce que c'était dans les années 60-70. Là, c'était dramatique ce qui sortait. Aujourd'hui, on a des stations très performantes. Enfin, ça reste quand même des eaux usées qui viennent dans le milieu. Mais du coup, on voit des améliorations. On a vu quasiment sur les herbiers de Posidonie qui souffraient, par exemple, de ces eaux usées, mais qui souffraient aussi du chalutage, qui souffraient de l'ancrage des bateaux. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont passées, qui sont extrêmement respectées parce qu'il y a du pénal derrière, là, sur le coup. On voit depuis quelques années, et ça, je pense que c'est surtout l'amélioration de la qualité du milieu. On voit, et c'est des résultats chiffrés, hein, puisque on est en charge d'un réseau de surveillance avec Andromède Océanologie, ma société. Eh bien, on mesure dans plein de stations en Méditerranée française des progressions de l'herbier de Posidonie ces 2-3 dernières années. Ça, c'est remarquable parce qu'on a toujours vu qu'un herbier régressait depuis l'après-guerre. Hein. Et là, on voit... Alors, attention, il ne faut pas se faire des high-five et dire que c'est bon, quoi. Hein, parce qu'on a perdu des centaines de mètres, on gagne des centimètres. Hein. Voilà. C'est donc, ça. Mais on sent une inflexion de la courbe par endroits. Reste à travailler sur les mesures à l'intérieur des aires marines protégées, qui est de véritables sanctuaires. Reste à réguler plein de choses encore, parce qu'aujourd'hui... le milieu marin, espace de liberté, c'est souvent c'est une revendication très forte du yachting et de plein d'usagers de la mer. Ah non, la mer, c'est la liberté. Par contre, la pollution sonore, par exemple. La liberté, ça tient quand on est, ça tient la route quand on est seul. Que ça veut dire quoi, la liberté dans la baie de Cannes ? Ça n'a aucun sens, c'est complètement con de dire ça.
Il n'y a pas de liberté dans la baie de Cannes. Il faut réguler la baie de Cannes comme on régule un parking, comme on régule la circulation dans une ville. Exactement pareil, en vérité, il faudrait réguler. Et donc là, il y a de vrais efforts à faire. On ne peut pas se pencher que vers les microscopiques pourcentages d'aires marines protégées, qui demandent déjà une énergie folle pour être protégées, et dire que sous prétexte qu'on a quelques pourcentages très bien protégés, tout le reste, alors c'est bon, quoi. Ah non. Aujourd'hui, il faut tout réguler. Et croyez-moi, ça me fait mal de le dire. Hein. Moi aussi, j'aime la liberté. Je l'ai cultivée toute ma vie. Voilà, ce littoral méditerranéen français, il est aujourd'hui tellement fréquenté que cette notion de liberté, elle est ridicule, en fait. Ouais. On entend l'explorateur, biologiste passionné qui entame maintenant un discours politique. Et... Ça doit être l'âge, ça. Oui, mais je le comprends. Pour être honnête, on peut avoir je vais faire un effort de puérilité pour Non, c'est très bien. Et tu n'en parles pas parce que tu es modeste, mais Andromède Océanologie contribue à ça, à développer des outils qui aident justement à éviter les ancrages dans les herbiers, par exemple. Vous faites de la transplantation d'herbiers aussi. On est très fiers que notre application DONIA, parce que l'activité principale d'Andromède, enfin une en tout cas, a été la cartographie biologique des fonds marins. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la cartographie des fonds marins, parce que c'est un travail de fourmi. Hein. La cartographie sous-marine, c'est pas juste l'interprétation d'une photo satellite. Non, c'est plus compliqué. Ouais. Et en plus, une fois qu'elle est finie, il faut quasiment déjà la recommencer. C'est des cartes qui évoluent. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on a rendu accessible avec l'application DONIA. Application recommandée par les autorités publiques pour dire voilà, si vous voulez, on vous dit qu'il est interdit de mouiller dans l'herbier et vous n'avez pas d'alibi. Et c'est Donia qui vous dira que vous y êtes. Exactement, vous n'y êtes donc on est très fiers. Cet été, on avait plus de 100 000 utilisateurs. Ouais. Alors ça, on est très contents, très fiers de ça. Ouais. Donc tu observes et tu fais des recommandations. Application gratuite, hein, je tiens à le dire. Oui, qui est sur mon téléphone d'ailleurs. Okay. Voilà. Cool. Dès qu'on navigue en Méditerranée, on l'utilise évidemment. Voilà, donc tu prêches un convaincu. Non, mais voilà, en plus tu mets en place des actions qui permettent que la Méditerranée aille un petit peu mieux, chacun un petit peu à son niveau. C'est sûr que toi, tu as des moyens qui te permettent de voir un peu plus grand. Après, attention, on est très fiers de tout ça, mais je sais quel est mon moteur le matin quand je me lève. C'est le goût de l'exploration, c'est le goût de l'aventure, c'est mon travail en images, tout ça. Voilà. Et après, bien sûr que Andromède fait un travail de science, de conseil, de restauration écologique, etc. Mais je veux toujours mettre un peu de nuance là-dedans. Et j'ai trop de respect pour ce que sont les militants écologiques. Je sais la vache enragée qu'ils peuvent manger tous les jours, les couleuvres qu'ils doivent avaler pour me mettre au même niveau qu'eux. J'ai la chance, moi, d'explorer, d'illustrer, de faire plein de choses à côté qui rendent aussi mon quotidien extrêmement agréable, ce qui n'est pas le cas de tous les militants qui œuvrent à la cause, quoi. Eh bien, Laurent... Merci beaucoup pour cette rencontre, cet échange. Je pense qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures. On n'a fait qu'effleurer un tout petit bout de tes explorations et de tes découvertes scientifiques. J'invite tous nos éditoristes à se procurer ce livre, Loin du ciel. Tu ne m'as pas payé pour le dire, mais je trouve ça formidable. Il y a des vidéos sur Internet aussi qui racontent tes explorations, tes expéditions. Il y a le film sur Arte qui est toujours visible, Cap Corse, le mystère des anneaux. C'est un chapitre du livre Loin du ciel, mais c'est un film à part entière. Oh, et on aurait pu faire un podcast rien que sur ces anneaux mystérieux du Cap Corse, où là aussi sont des découvertes dans cet étage mésophotique où la lumière commence à disparaître, mais il y en a encore un petit peu pour qu'une petite vie réussisse à se développer. Et ce sera l'occasion d'un prochain podcast peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi. À bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par François d'Archambault. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!